S'habiller ou ne pas s'habiller, ça dit quelque chose de chaque personne. Déshabillez-vous. H-V. Déshabillez-vous. Quand t'es bien habillé, que tu te trouves frais ou fraîche quand tu te regardes, eh ben en fait, ça te permet de sécréter des endorphines. Déshabillez-vous. Salut, moi, c'est Samia Boujard et tu t'apprêtes à écouter Déshabillez-vous avec Lamine So. C'est la troisième fois qu'on se voit en vrai. Ouais. On s'est déjà parlé plusieurs fois, mais c'est la deuxième fois qu'on se voit et qu'on se parle. La première fois qu'on s'est vu, c'était lors de ton défilé à Bruxelles, durant un événement qui était dédié à l'entrepreneuriat et l'art africain. C'est ça, au Salon international des diasporas noires. Et tu as organisé un défilé performance. Je voulais sortir du cadre classique du défilé, on va dire, avec un runway, les mannequins qui défilent, du coup. Et c'était effectivement une performance où les gens présents avaient un peu plus le temps de voir la proposition. Alors moi, je connaissais rien de toi avant de voir ce que tu fais comme vêtements, avant de voir ce défilé performance et ensuite de discuter brièvement avec toi et puis ensuite de te rencontrer. Ce que je sais et ce que je peux déjà dire maintenant te concernant, c'est que tu es un designer africain, sénégalais, ayant grandi en France, en région parisienne, que tu as travaillé dans la mode à Paris et que tu es fraîchement installé à Bruxelles avec une nouvelle collection. Et ta spécialité, ton expertise, c'est le tailleur. C'est très précis. On ne peut pas être plus précis dans la description, qui a démarré très bien et qui se finit très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pourrais rajouter pour que celles et ceux qui nous écoutent puissent construire un petit peu... Le seul point que je pourrais rajouter, c'est que j'essaye du coup, pour aller au-delà de mon expertise en tailoring et en mesure, c'est que récemment j'ai pris un virage, on va dire, afro-centré. J'ai déplacé un peu le curseur vers une signature un peu plus africaine, entre guillemets, même si ça veut tout et rien dire. Mais voilà, avoir d'autres sources d'inspiration que le tailoring, on va dire, classique, italo-anglais, français. On va y revenir à ce virage que tu es en train de prendre. Est-ce que tu veux bien expliquer un petit peu comment est-ce que tu t'es retrouvé dans la mode, comment est-ce que tu t'es retrouvé dans le vêtement, dans ce vêtement technique en particulier, parce que c'est un des vêtements les plus techniques, le tailleur. Je vais faire un petit résumé de ma vie d'avant la mode. Donc j'ai un parcours dans la communication avec un dernier poste qui était très prenant, on va dire, et du coup... crise de la trentaine, je me dis qu'est-ce qui me plaît dans la vie, la mode. Du coup, j'ai toujours aimé m'habiller, héritage parental, je pense qu'on va y retourner au cours de cet entretien. Du coup, vers la trentaine, je me dis que je veux faire des vêtements. Le moyen que j'ai trouvé pour avoir le plus de liberté possible pour moi dans l'univers de la mode, c'est de faire des vêtements sur mesure. C'est comme ça que je vais... très rapidement, du coup, intégré une société qui faisait des vêtements sur mesure sur Paris, en tant que salarié d'abord, en tant qu'associé après. Et c'est un peu comme ça que je démarre dans l'univers de la mesure. Donc sans formation, zéro formation artistique, académique, technique. Zéro formation, appris sur le tas parce qu'on m'a donné la chance. Je ne sais pas si je peux les citer, Antoine Salmon. Bien sûr. Antoine Salmon-Penier et Sylvain Fischmann de la marque Rive Paris, qui m'ont tout appris et qui m'ont intégré à ce milieu passionnant qui est l'univers du sur-mesure. Et donc, avant d'arriver chez Rive, comment est-ce que tu concevais le vêtement? Comment est-ce que tu concevais ton image? J'ai toujours été conscient du pouvoir du vêtement. Et c'est une anecdote que je raconte assez souvent. Mon père me disait que même pour aller descendre les poubelles, il fallait être bien habillé parce qu'on ne sait pas qui on peut croiser dans l'ascenseur ou dans les escaliers.
C'était son premier point. J'en ai plein des anecdotes du daron blédard qui sait que c'est important de s'habiller. Et il disait, je ne pense pas que ce soit lui, mais il disait l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît au moins sa profession. Donc toutes ces petites phrases pendant l'enfance, l'adolescence et après jeune adulte, ça travaille forcément l'esprit et on sait que quand on va à tel événement, il faut s'habiller de telle manière. Quand il faut draguer, il faut s'habiller de telle manière. Quand on va en compétition de basket, il faut s'habiller de telle manière pour dégager une confiance en soi quand l'adversaire nous voit arriver. Donc voilà, j'ai toujours eu conscience, quelles que soient les circonstances, du pouvoir du vêtement. En arrivant dans l'univers de la mode, j'avais déjà une vision assez aiguisée de ce que je voulais faire pour un client de manière personnalisée. Et tu avais déjà un look, un style, une direction, un fil conducteur dans la manière dont toi tu t'habillais. Et puis ensuite, est-ce que tu avais déjà une idée, donc là tu viens de le dire, tu avais déjà une idée du fil conducteur que tu voulais mettre, avoir dans les costumes que tu allais proposer, créer pour tes clients. Mais pour toi, c'était quoi? On va revenir aussi encore une fois à comment les parents influencent. On m'a toujours dit qu'il fallait être original, mais dans le bon sens du terme. Être à la mode, il y avait un côté un peu facile, on va dire. Et que, en tant qu'individu issu de l'immigration ou de minorité, j'aime pas trop le mot minorité, parce qu'on est nombreux quand même sur Terre, il fallait un peu plus se démarquer, et intervient la notion de style. Et le style a un plus grand pouvoir que la mode. Peu de gens en sont conscients. Et du coup, il y a un travail de pédagogie, d'éducation, comment dire, en toute modestie. Hein. L'idée n'est pas d'avoir une parole divine, d'évangile et de dire je détiens la vérité et je veux essayer de l'imposer à tout le monde. Je pense qu'il faut se rendre compte que le style a plus de pouvoir que la mode. J'ai toujours eu ça dans un coin de ma tête, la notion de style. Et du coup, j'ai très tôt abandonné certaines choses parce que ça m'allait pas et que ça ne me correspondait pas. Pas physiquement, mais juste je me sentais pas de ressembler à Kurt Cobain. Les choses de la mode, tu veux dire? Ouais, les choses de la mode. Abandonner les choses de la mode, ouais, c'est ça. Pour vraiment t'approprier, t'accaparer ton propre style. Pour avoir mon style que je perfectionne et que j'agrémente le temps avançant. J'ai des bases, un t-shirt blanc, jean, paire de Converse, zéro inspi, qu'on soit en Afrique, au Japon ou en Amérique latine, genre c'est un peu universel et après on affine. Ça c'est pas les basiques des gens de la mode justement. T-shirt blanc, le jean, non. Et au pied on oscille entre il y a les Converse, tu as les adeptes de la Birk, voilà. Et ça marche aussi un petit peu partout dans le monde. Je pense que les modeux ont tellement pas de style. Non, mais depuis qu'ils n'ont pas de style, c'est pas moi qui... Je veux que tu me donnes des définitions de tous ces mots parce que Modeux, pour moi, c'est un modeux ou ce qu'on appelle plus communément dans le jargon actuel un fuckboy. C'est quelqu'un qui va être au courant de toutes les collections qui sortent, de toutes les collabs qui sortent, qui veut avoir un logo très présent dans sa signature vestimentaire. Et ça, pour toi, c'est l'opposé du style? Quelqu'un qui a du style, il va dégainer un outfit parfois très basique et il va porter ça avec tellement d'assurance qui va dégager quelque chose de puissant en termes vestimentaires, en fait. Alors qu'il y a des gens qui peuvent avoir une casquette Jacquemus, un gilet Ami, un t-shirt comme des garçons, un jean Amiri et une paire de Balenciaga. Et ils vont penser qu'ils ont du style, mais ils sont juste à la mode. Mais je dis pas ça méchamment ou je dis pas ça avec... Non, tu fais une différenciation entre... Voilà. Tu réponds à la question que je t'ai posée. C'est ça. C'est quoi la différence entre être à la mode et avoir du style? C'est ça, pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Et il y a des gens qui arrivent à avoir un style en étant à la mode. Et il y a des gens qui sont très forts, qui arrivent toujours à avoir du style. Et eux, ils arrivent à être à la frontière. Mais ça, pour moi, c'est des artistes c'est des artistes. Des artistes de quoi? C'est des artistes de la mode.
C'est des gens qui arrivent à magnifier quelque chose qui est un produit qui est censé être temporaire. Ils arrivent à en tirer le meilleur potentiel de ce que le créateur a voulu faire. Revenons à toi. Qu'est-ce qui définit, selon toi, qu'est-ce qui définit ton style à toi maintenant, aujourd'hui? On en parlait un peu en off juste avant. Je suis, mine de rien, très inspiré par une dimension un peu politique, du coup, afrocentrée de mes créations. Mhm. Et tous les personnages, on va dire, noirs qui ont eu du style ou au cinéma, ou dans des séries, ou à travers, pareil, certains hommes politiques noirs, je trouve qu'il y avait beaucoup de style. Je pense à Malcolm X, je pense à James Baldwin. Ouais, des costumes incroyables. Lui, c'est des vestes croisées, essentiellement. J'ai vu beaucoup avec des vestes croisées. C'est toute l'époque, Miles Davis, toute l'époque un peu... j'ai un bouquin sur ça d'ailleurs, sur Black Ivy. Enfin, il y a un courant du coup vestimentaire, Ivy League. C'est le côté un peu chic, sportswear, universitaire des années 60-70. Ok. Et voilà, certains noirs qui faisaient ça très bien à cette époque-là, je trouve. Donc voilà, je me retrouve un peu dans ça, je me retrouve dans Eddie Murphy, dans Le flic de Beverly Hills, enfin Axel Foley avec sa petite veste en cuir, t-shirt blanc, jean efficace. Donc ouais, c'est un peu ça ma signature. D'aujourd'hui, je suis un peu dans un côté un peu nostalgique, années 60, 70, 80, pas trop, mais 90 aussi un peu. T'as skippé les épaulettes. Ouais, le côté un peu très structuré des années 80, c'est pas trop... C'est très peu pour moi. Oui, parce qu'elles sont un peu exagérées, parce que tu parles des costumes des hommes noirs des années 60. Moi, ce qui me marque visuellement de ceux que je connais, j'en connais peu, mais quand même quelques-uns, c'est cette ligne d'épaule et les emmanchures toujours parfaites. Quand tu parles de Miles Davis, il y a des photos de lui où il est dans des positions improbables et sa veste, elle est juste parfaite. Eux aussi, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, avaient compris la puissance et l'importance du vêtement, des costumes sur scène. Et c'était des costumes, c'était pas des... Comment dire ? On n'était pas dans des déguisements, c'était des costumes. Donc voilà, je me reconnais un peu dans cette mouvance-là. J'aime beaucoup les vestes croisées, j'aime beaucoup... Donc tu en portes et tu en fais. Mais si tu aimes ça maintenant, est-ce que, à contrario, avant d'arriver à cette réflexion et cette appropriation du vêtement comme un outil politique, parce qu'en fait, tout ce qu'on fait est politique. On a eu l'occasion d'en parler lors de notre première conversation, où j'étais censée juste passer 10 minutes, et je pense que je suis restée 1h30. Avant ça, ça veut dire, j'imagine, je suis pute. J'aime bien ce mot. Non, pareil. Supputon. Qu'avant ça, tu étais dans une autre démarche. Tu n'étais pas afrocentré. Tu avais conscience que le vêtement était important socialement, mais pas politique, ou pas autant qu'aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien juste expliquer d'où est-ce que tu pars et le cheminement qui t'amène aujourd'hui à embrasser en fait ton identité d'homme noir en Europe et européen en fait? Quand est-ce que j'ai eu le déclic de faire ce virage-là vers quelque chose d'un peu plus afrocentré? Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir ce déclic? C'est très récent et c'est dans la volonté, je pense là, du coup j'ai parlé de la crise de la trentaine. Ouais. La crise de la quarantaine, c'est d'être en phase avec son soi et d'avoir une espèce de démarche d'honnêteté intellectuelle et de se dire voilà la personne que je suis. Il faut que j'arrête de vouloir des fois ressembler à quelqu'un que je ne suis pas forcément. Tu voulais ressembler à qui? Je voulais ressembler à ce que la société impose comme standard. De ton point de vue, pour toi, c'était quoi le standard? C'est plus lié, encore une fois, à l'éducation, de rester à sa place, en fait. Ah, je me souviens que tu m'avais expliqué ça, le rester à sa place. Tu sais que tu n'es pas le seul à avoir eu ce genre de recommandation, vive recommandation parentale, et qu'on a intégré, parce qu'en fait, j'y ai réfléchi après, et je me suis rendu compte que ma maman aussi m'a transmis ce truc-là. Elle l'a pas verbalisé tel quel, c'était pas reste à ta place, quoique elle me le disait tout le temps. Elle me disait souvent ça, reste à ta place, parce que j'y cotais pas mal, mais de rester à sa place. On n'est pas chez nous, parce que nos parents sont immigrés, donc eux n'étaient pas chez eux.
Nous, on est chez nous parce qu'on est né ici. On a grandi ici, on a fait nos études ici, notre culture, c'est la culture d'ici. On a fait des enfants ici. On a fait des enfants d'ici, on vit avec des gens d'ici, parfois on se marie avec des gens d'ici. Ce concept du reste à ta place, je le comprends. Je pense que beaucoup de gens peuvent le comprendre et je crois qu'il peut même être transposable dans une autre mesure aux gens qui viennent peut-être de la province. Complètement. J'ai discuté avec d'autres personnes qui ne sont pas des personnes racisées comme toi et moi et qui ont aussi cette perception d'eux comme étant entre guillemets étrangers parce qu'ils viennent de province et quand tu veux t'inscrire dans une industrie comme la mode, les médias, l'audiovisuel, tout ça, qui sont des secteurs, soyons quand même honnêtes, qui sont tout de même assez élitistes parce que pour avoir accès aux études, pour avoir accès aux outils qui te permettent de produire soit des vêtements, soit du produit audiovisuel, il faut du matériel. Ce matériel coûte cher. Et donc, il faut avoir les moyens, se donner les moyens. Donc, ces gens-là ont ce même discours. Et donc, je pense qu'on peut le transposer en abstraction du fait qu'on est une femme racisée ou un homme racisé, noir, avec une multitude d'intersectionnalités. Et c'est intéressant dans notre secteur, je dis notre secteur parce que par moments je me dis que moi aussi je fais un petit peu partie du milieu de la mode. Un peu beaucoup. C'est que on est dans un milieu où encore aujourd'hui la visibilisation de la différence elle est difficile, elle est compliquée. Elle arrive de temps en temps, de manière sporadique, sur les podiums, dans les magazines. Et alors on parle d'hommes noirs ou asiatiques ou arabes, on parle de femmes noires, arabes ou asiatiques, grosses. On parle de type de cheveux aussi. On parle de beaucoup de choses. Revenons à toi, j'ai fait un interlude un peu trop long. C'était histoire de poser un cadre qui doit faire écho à plein de gens. C'est difficile de trouver sa place quand on est créatif, quand on a grandi avec des parents qui ne comprennent pas certaines volontés artistiques de leurs enfants. C'est compliqué d'expliquer à des parents qui viennent du bled, est-ce que tu peux me payer une école de mode à X milliers d'euros pour eux, c'est pas un métier. Ouais. Enfin, créer des vêtements, c'est pas un métier. Jouer au basket, c'est pas un métier. Enfin, donc, sportif ou créa, c'est compliqué. Du coup, on doit déconstruire ça. Et même a posteriori, une fois qu'on est dans le milieu, du coup, on a automatiquement un syndrome de l'imposteur, X raisons, pas forcément légitime au départ. Et donc voilà, c'est tout ça un peu qu'il faut déconstruire. C'est pour ça que pendant longtemps, quand je faisais des vêtements, je faisais d'abord des vêtements qui me rassurent par rapport au fait que je ne sais pas si je suis légitime dans ce milieu-là. Vaut mieux que je fasse des choses un peu conventionnelles, que je ne vais pas tester des choses... Pas mélanger ton africanité avec un costume italien. Parce qu'on va forcément dire, tiens, il teste un truc parce qu'il est sénégalais. Et c'est ça que j'aimerais du coup shifter, et c'est pour ça que je dis que c'est un peu récent, c'est que du coup, là, en ce moment, je travaille beaucoup des silhouettes ultra minimalistes, avec des tissus, on va dire, des tissus de qualité supérieure, mais j'aime bien créer des pièces... traditionnelles qui viennent de mon bled à moi, en fait, en utilisant des tissus comme du Loro Piana, du Zegna, du Holland & Sherry, enfin voilà, des tissus qu'on a l'habitude d'utiliser pour des costumes, pour faire ce que j'appelle du minimalisme africain. Parce que généralement, quand on va mettre en avant un créateur africain, on va s'attendre à ce qu'il ponde du kente, du wax ou des choses un peu très colorées et des gens sont souvent déçus quand je monte des créations parce qu'il n'y a rien de... Il n'y a rien de ce qui est attendu. Non, il n'y a rien d'extravagant, il y a un peu de couleur, mais il n'y a rien de fou. Il n'y a rien de fou. Il n'y a rien de fou. Non, il n'y a rien de fou de prime abord. Tu veux dire, c'est pas flamboyant de couleur. Non, voilà. Mais quand tu t'approches quand même et qu'on voit le travail que tu fais sur les emmanchures, le travail que tu fais sur les cols, sur le tombé des vestes à l'arrière, sur les matériaux aussi que tu choisis. C'est quand même... Voilà. Non, il y a du travail. Il ne faut pas que je downgrade ce que je produis. Non, vraiment, ouais, c'est ça. Mais les influences sont multiples et du coup, j'essaye de retranscrire ça un peu dans mes créations.
Et à contrario, je laisse de l'excentricité ou de l'originalité à des créateurs européens qui adorent ça. Parce que tu disais, ouais, t'as pas envie que les gens disent que tu testes quelque chose de différent sur un costume parce que tu es sénégalais. Mais en fait, oui, c'est ce que tu fais. C'est ce que je fais. Non, Finalement, je veux dire que maintenant, j'assume beaucoup plus ce côté-là, alors qu'à une époque, je ne m'autorisais pas de le faire parce que j'avais peur que les gens me mettent dans une espèce de case de créateur un peu exotique. Ah, tiens, oui, voilà. Tiens, il essaye des trucs. Et je sais que même, il y a beaucoup de fournisseurs de tissus qui m'ont rangé dans cette catégorie-là. Ils disaient, ah tiens... J'ai reçu un truc avec des motifs très colorés, je suis sûre que ça va te plaire. Ouais, ça va plaire à tes clients. Je dis, mes clients, ils viennent me voir parce que je fais autre chose, en fait, et je vais jamais réussir à leur vendre ça. Donc tu sors de la case. Je sors de la case, il y a même un drapier, je fais juste une aparté, ça me fait beaucoup rire. Il y a un drapier italien de la maison Carnet qui a appelé une liasse de tissu sapeur. Je trouve ça assez c'est interrogeant. C'est interrogeant, voilà. Je sais pas quoi en penser. Question. Du coup, voilà, ils ont pris le parti pris d'appeler une liasse de tissu où il y a du vert, du jaune et beaucoup de couleurs du coup dans cette liasse de tissu sapeur. Donc voilà, je pose ça sur la table comme ça, chacun se fera son avis, mais voilà. Mais c'est bien en fait, on est dans un endroit où on essaie de sortir du stéréotype et du cliché qu'on peut avoir d'un individu en fonction de ses origines, de son apparence, de présupposer quel type de création il va faire ou il va avoir. Je te suis en expliquant aussi une petite anecdote. Au tout début que j'ai commencé à travailler comme styliste pour la télé, je pense que c'était une des premières personnes qu'on m'a demandé d'habiller pour la télé. Et en fait, la personne avait peur. Elle a demandé au producteur de s'assurer que je n'allais pas être trop fantaisiste et trop extravagante, parce que moi, à titre personnel, il m'arrive parfois d'être extravagante et fantaisiste, parce que j'aime bien... D'être toi. Voilà, c'est moi, en fait. Et en fait, les gens ont du mal à concevoir que quand je travaille pour quelqu'un, ce que je fais, c'est ressortir sa personnalité, son individualité, ce qu'elle a envie de montrer au monde au travers des vêtements. C'est pas moi que je montre quand j'habille quelqu'un, c'est cette personne-là. Toi, maintenant, dans ce que tu crées, et puis aussi dans la manière dont toi, tu t'habilles, qu'est-ce que tu as décidé aujourd'hui de montrer ? Que ce soit pour moi ou pour mes clients, j'essaye, ça va être très cliché, j'essaye d'avoir la meilleure version. Je veux sortir de chez moi en me disant, aujourd'hui, je suis la meilleure version de moi-même. De la manière dont je suis habillé, je me regarde dans le miroir, je me dis, je me présente au monde de la meilleure manière possible. Avec toujours la voix de ton père derrière qui dit où est-ce que tu vas ? Exactement, parce que c'est même pas pour moi en fait que je le fais. Il y a cette fameuse théorie qu'on existe en tant qu'individu, en tant qu'être humain, à travers le regard des autres. Quand je m'habille, c'est forcément pour les autres. Je le fais pour moi aussi, mais il y a une espèce de forme de respect que j'ai pour les gens. Je me dis, tiens, il y a une personne qui m'a proposé d'aller déjeuner, je vais m'habiller en conséquence et je vais lui témoigner mon respect en m'habillant de cette manière. Je sais pas c'est marrant, ça c'est intéressant parce que quand on s'habille pour les autres, cette notion justement de respect, que tu as nommé comme étant du respect, de la reconnaissance, quand tu vas être avec quelqu'un... Parce que c'est son rapport à l'autre, en fait. On interagit avec les gens. Et qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent moi je m'habille pour moi et je m'en fous c'est faux. Que mon top est trop serré, que l'autre pense qu'il est trop serré ou trop court. Et qui sont comme ça, qui s'habillent comme ça tous les jours. J'en suis arrivé à un stade où on va parler français. et je pense que c'est des gens qui n'ont pas encore fait, ou que ça n'intéresse pas, qui n'ont pas envie de faire ce cheminement personnel. Dans ce cas-là, on parlerait tous d'une manière différente. Chacun voudrait... je parle comme j'ai envie que les gens me comprennent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, d'accord. On s'inventerait chacun notre langue et on se dirait, s'il veut me comprendre, il va me comprendre. Voilà. Donc pour toi, le vêtement est un langage et un langage commun. On doit avoir un langage commun. C'est une évidence. Si par exemple, maintenant, moi, je viens à un enterrement, par exemple. On va à un enterrement habillé en noir. En Europe, en Occident, dans les cultures judéo-chrétiennes, on y va habillé en noir. Donc si maintenant, moi, je décide que... donc c'est un langage universel, partagé en tout cas par un grand nombre de personnes.
Il y a d'autres contrées, donc au Sénégal aussi, entre autres, et au Maroc, où on porte du blanc pour ce genre d'événements. Donc tu te pointes à un mariage, c'est un enterrement habillé en couleur. Est-ce que pour toi, c'est un manque de respect à l'égard des autres personnes, ou alors c'est un cheminement personnel où on se dit, bah, la personne, elle va telle qu'elle est, parce qu'elle a fait son propre cheminement et qu'en fait, elle le fait pour elle-même. Tu vois? Je vois complètement ce que tu veux dire. Je vais aller plus loin dans ta deuxième hypothèse. Je pense que quelqu'un qui fait ce travail-là va aller comme il le sent, mais pour rendre l'hommage qu'il a envie de rendre à la personne. Ouais. On va pas à un enterrement pour les gens qui seront présents, en fait. On va rendre hommage, enfin, dans notre culture, en tout cas sénégalaise, on va accompagner la personne dans sa dernière demeure. Mais en ce moment, même au Sénégal, il y a des thèmes. Je vois quand on a enterré ma mère, je parle souvent de l'enterrement de ma mère, comme si c'était ma compagne pourra en témoigner, parce que du coup elle fait souvent le lapsus. Quand elle est revenue de Dakar, elle faisait le lapsus en disant, elle parlait de mariage, tellement c'était festif. Ok. On a passé notre temps à manger beaucoup, à rire. Et il y avait un thème, il y avait un code vestimentaire en fait. Les gens s'étaient dit, vu que ma mère aimait bien s'apprêter, du coup tout le monde s'était mis en mode sur plusieurs jours. Il y avait des thèmes chaque jour en fait. Il y avait une espèce de demoiselle d'honneur, mais d'enterrement. Je sais pas comment. Ouais. Ça a l'air surréaliste quand je raconte ça. Mais Non, du mais coup, moi, je suis en train de l'imaginer et je trouve ça. je me replonge dedans parce que c'est une période que j'avais un peu effacée. Mais du coup, tous les jours, il y avait des tenues traditionnelles qui étaient faites et qui étaient distribuées du coup à 5-6 cousines du coup et qui étaient habillées pareil. Et tout le monde était un peu dans le même thème. C'est chouette. Moi, je trouve ça super cool. Mais toi, tes parents sont musulmans? Papa intégriste musulman et mère intégriste catholique. Ok, intégriste. Elle était catholique, donc ça veut dire qu'a priori, à son enterrement, il aurait fallu, entre guillemets de nouveau, venir en noir. Non. Parce que les catholiques s'habillent en noir quand ils vont à un enterrement. Tu vois, Mais je fais moi-même le lapsus maintenant. Ça dépend dans quelle zone géographique on... Ok. Je sais qu'il y a beaucoup de cultures vers tout ce qui va être Haïti, même je pense en Guadeloupe, peut-être que je vais me faire... Dans la culture afro-caribéenne, il me semble que enterrement égale blanc. Donc on en revient à ma question, c'est que, et à ce que tu disais tout à l'heure, on porte une tenue pour les autres et pas pour soi. Donc là, ok, c'était pour rendre hommage à ta maman qui aimait s'habiller et de faire finalement de ce moment un moment joyeux et festif plutôt que quelque chose de triste. Donc, le vêtement, on le choisit en fonction de la personne qu'on va rencontrer, de l'endroit où on va aller, mais aussi de la culture. Exactement. Je vais aller plus loin dans l'exemple, parce que c'est très intéressant de parler de ça. Ce qui est important au Sénégal, et ça impacte toute ma vision du vêtement, quand il y a un enterrement, c'est même pas l'enterrement qui est important, qui fait partie du rituel. Il y a aller présenter ses condoléances. On ne va pas présenter ses condoléances habillé en noir. On va apprêter de la meilleure des manières. On va voir la famille. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. On y va et les gens se mettent en mode. Et à chaque fois qu'on va présenter des condoléances, on y va avec une tenue qu'on ne peut pas reporter ailleurs. C'est-à-dire que si le lendemain, il y a un autre décès et qu'il faut aller présenter ses condoléances, il ne faut pas y aller avec la même tenue parce que des gens peuvent dire « Ah oui, mais hier, la personne était habillée de telle manière et il est revenu, quel manque de respect. » Il faut l'effort. Voilà. Derrière la tenue, il y a l'effort. Et c'est là où c'est bizarre du coup. Le manque de respect, il n'est pas du tout basé sur « Ah tiens, il a mis de la couleur alors qu'il aurait dû venir en noir. » Il a manqué de respect parce qu'il s'est habillé 2 jours de suite ou à 2 ans. 2 présentations de condoléances successives avec le même vêtement. Donc il n'a pas fait d'effort pour la deuxième personne. Exactement. Okay. Il s'est dit, ouais, telle personne, c'est moins important. Mais donc, on en revient de nouveau à ce que tu disais, tu vois. Dépendamment de qui tu es, de ta culture et de l'environnement et des circonstances, c'est que faire preuve de s'habiller, se tirer à 4 épingles, ça va se faire de manière différente, en fait. Je te donne un exemple, peut-être que c'est pas le bon, mais par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai très très froid. Je me suis habillée tout en noir parce que ce matin j'étais en retard, mais j'ai veillé quand même à avoir de jolies chaussures. Mes chaussures sont cirées, mon col est bien fermé, la chemise que j'ai elle est repassée,
Tu vois, sachant que j'allais me déchausser en arrivant, j'ai veillé à ce qu'il n'y ait pas de trou dans mes chaussettes. Et alors, si je vais aller... ouais, en fait, j'ai pas d'exemple parce que je vais tellement à contre-courant. J'essaye de m'informer des choses qui ne vont pas blesser quelqu'un. Tu vois, par exemple, je vais aller voir un parent. Là, on est dans une période de jeûne. Je vais aller voir un de mes parents pendant cette période-ci. Ben, je sais que si j'avais 25 ans, je n'irais pas en mini-jupe, par exemple. Parce que mes parents, en fonction de leur culture et de leur religion, et particulièrement cette période de carême, on s'habille de manière un peu plus pieuse, je le mets entre guillemets, de nouveau, parce que c'est leur conception à eux. Mais par contre, je m'habille pas de manière différente en termes de style, je veux dire, tu vois. Tu vas pas te nier. Voilà, c'est ça, c'est ça en fait. C'est bien sûr que je vais adapter. Tu vois, tu vas à un entretien d'embauche, tu vas à une fête, un anniversaire, un enterrement, un mariage, tu t'habilles de manière différente. Mais il y a quelque chose qui reste et qui est à toi. J'en parle souvent en ce moment avec c'est ma meilleure amie, mais elle est algérienne et on a un peu ce même parcours, on va dire. On en revient à l'importance de ne pas se nier. Et comme moi, je fais un cheminement de ne pas me nier en termes de créativité et de nier mon rapport aux vêtements, elle a pareil cette interrogation-là par rapport à son boulot. Je pense qu'on ne peut pas être anarchiste, on ne peut pas faire n'importe quoi tout le temps. C'est pas ce que je veux dire. L'idée, c'est pas d'être en roue libre. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir une démarche d'honnêteté intellectuelle, mais il faut choisir un peu ses combats. Et il y a un équilibre à trouver entre je m'habille comme j'en ai envie, mais je reste persuadé, c'est ma conclusion actuelle, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, mais il faut s'écouter, en fait. Il faut s'écouter et en même temps, on a un rapport à l'autre. On vit en société, on existe à travers le regard de l'autre, et que si personne nous calculait et que si personne nous parlait, il y a déjà des études qui ont été faites, genre on meurt, en fait. Si on vit tout seul, cloîtré, qu'on a sa propre langue, que personne nous regarde, personne nous calcule, je suis pas sûr qu'on fasse long feu en tant qu'individu. On est d'accord sur le fait que s'habiller, c'est un acte politique, et la politique, ça régit la vie en société, ça régit une société. Donc voilà, c'est le point de connexion entre s'habiller, le vêtement, et la société, et le choix qu'on fait pour soi et ou pour les autres. Je précise que politique, avec un P majuscule, au sens littéral du terme, c'est l'organisation de la société. Pas je m'habille de droite. Oui, c'est ça. J'ai un pull sur les épaules, ou je m'habille de gauche et je mets un sarouel. On parle pas de ça, on parle de quel est mon rapport à l'autre, quel est mon rapport par rapport à la communauté, quel est mon rapport contextuel, comme on disait, mariage, enterrement, boulot, enfin voilà. Oui, c'est l'identité est au cœur, au centre même de ce choix. Ton africanité, comment est-ce que tu l'exprimes? Parce que ça aussi, c'est une notion quand même qui est très personnelle, tu vois. Tu disais tout à l'heure que quand on arrive et on dit qu'on est un créatif et qu'on est un créatif africain, qu'on est noir, on attend d'un créatif africain noir qui vienne avec des formes, des coupes, des couleurs, des motifs, des imprimés, un peu extravagants, très très colorés, parce que c'est un cliché. Toi, tu as bien dit que tu t'inscris pas du tout dans cette manière-là d'exprimer ton africanité dans tes créations et dans ta manière même personnelle de t'habiller. Comment est-ce que toi, tu inscris cette africanité et comment est-ce qu'on peut la percevoir de l'extérieur? Est-ce qu'elle est visible pour quelqu'un de l'extérieur? Est-ce que tu veux qu'elle le soit ou au contraire, ce n'est pas une question pour toi? Pour moi, ça ne devrait pas être une question. Je pense qu'on ne présente jamais Olivier Roustin comme étant bordelais. Il n'y a que Jacques Mus qu'on présente comme étant... Parce qu'il abuse. Il abuse de Marseille. Il abuse de la Provence. J'entends ce que tu dis, ouais, je pense que ouais. Le storytelling de l'africanité ne sert... La carte là n'est sortie que pour nous. On ne va jamais demander à un créateur anglais ou français, on ne va pas préciser qu'il est français. Du coup, pour aller plus loin, je trouve que les indicateurs, enfin les balises
qu'on met, elles sont forcément biaisées, en fait. Moi, je retrouve mon africanité dans mes créations de par l'audace. On est un continent audacieux. On est, je pense, les gens les plus courageux de la planète. Je pense que personne ne peut nous tester sur la détermination qu'un mec peut avoir de se dire qu'il va traverser la Méditerranée, point 1, ou de traverser de long en large le continent africain pour aller en Libye, traverser la Méditerranée, arriver sur le continent et se dire je vais encore traverser la Manche sur un radeau pour arriver en Angleterre. L'audace, mine de rien, elle est réelle. Quand je teste des trucs en termes de créa, je pense à tout ça. Donc on en revient à ce que tu disais tout à l'heure tu testes des choses un peu farfelues, j'aime bien ce mot aussi, sur des techniques et des coupes de tailleurs où c'est pas attendu. C'est ça ouais, ça. Je vais positionner mes zips à partir du plexus. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais parce que je trouve ça intéressant. Je vais utiliser des matières qui sont pas faites pour. Je vais tester des épaules qui sont un peu inattendues. Je vais supprimer tout élément sur une veste. Pas de poche, pas de pince, pas de fente, pas de bouton, pas de poche poitrine. Ça rejoint un petit peu des pièces traditionnelles, comme tu disais. Ouais, il y a une espèce de minimalisme là où on va avoir un côté un peu tactique dans une signature européenne, on va dire. Les gens ne connaissent pas forcément l'histoire de poches plaquées, par exemple. C'est parce que les gens allaient à la chasse et que c'était plus facile d'accéder très rapidement à ces douilles de carabine. S'il y a le rabat, c'est embêtant. Il faut lever le rabat, mettre sa main, sortir alors que la poche plaquée. Donc voilà, qu'est-ce que moi, en tant que Sénégalais, je vais mettre des poches plaquées comme si mes ancêtres allaient à la chasse avec des fusils. Voilà, je reviens à un certain pragmatisme, du coup, dans mes créas et un rapport à la réalité où je déconstruis certaines choses. J'aime bien le concept de la veste. Juste, mes ancêtres n'étaient pas forcément ou anglais, ou italiens, ou français. Mais est-ce que cette démarche, c'est la démarche de n'importe quel créatif? Tu vois, n'importe quel créatif, d'où que viennent ses parents, est dans une constante recherche sur base de ce que tu connais, de ce que tu connais pas, de ce que tu as appris, de ce que tu vois. Et donc, en fait, c'est pas fondamental. Ce que je veux dire, c'est que dans ce que tu crées, c'est pas parce que tu es un homme noir, que tes ancêtres sont d'Afrique, que forcément ton travail, c'est un travail africain. Ton travail est un travail créatif avec des références africaines. J'espère que je vivrai l'époque où on n'aura pas besoin de préciser que je suis un créateur sénégalais. J'étais à un défilé à Namur le 30 mars, samedi 30 mars, du coup, où j'ai été contacté par des étudiants d'une école de RP à Namur. C'est très bien passé, ils ont fait un boulot extraordinaire et j'ai accepté parce que j'aurais kiffé, moi, en tant qu'étudiant, qu'une marque comme la mienne participe à cet événement, en toute modestie. Hein. C'est parce que je pense que je suis un mec cool, pas que j'ai... Enfin, je pense que je fais des sables cool aussi, mais... Je le confirme pour les deux, un mec cool qui fait des sables cool. Mais du coup, on m'a présenté, je pense que le moyen le plus simple pour que les gens comprennent ce que je faisais là, c'était de préciser que j'étais un créateur sénégalais. Mais est-ce que ça a apporté quelque chose quant à la compréhension de ce que tu fais? Absolument pas. Mais encore une fois, j'en reviens au fait qu'il y a que... Je vais faire un parallèle par rapport avec la musique. On ne va pas demander à Pierre Demar ou à Juliette Armanet de parler de leur background ou de préciser, ah tiens, c'est telle région de Belgique ou telle région de France. Mais on va nous devoir expliquer que tous les échanges qu'on a là, comment se construit quelqu'un qui veut faire des vêtements en Europe, en fait, et qui a du coup une démarche afrocentrée. Alors que mais en fait, la démarche d'un créatif, comment est-ce qu'on va le qualifier? Comment est-ce qu'on qualifie? Qui est étranger, qui est racisé, c'est quoi le bon adjectif? Je pense qu'on est la première génération, et j'espère la dernière, à vraiment prendre de la place dans l'industrie où on a encore besoin de justifier qui on est, en fait. Mais on devrait même plus. Je vois le travail, sans vouloir mettre le Sénégal vraiment sur la carte, mais il y a quand même... Mettons le Sénégal sur la carte. Beaucoup de mannequins sénégalais. Il y a une hype de mannequins sénégalais dans les Fashion Week là en ce moment. La question se pose plus.
Il y a des mannequins noirs pour Ralph Lauren, pour Gucci, pour Ferragamo. Il y a des DA maintenant qui commencent Mais donc en fait, c'est un parcours, quoi. C'est une évolution. Parce que tu vois, en réfléchissant, je me dis que dans notre démarche, en tant que créatif, et dans la tienne en particulier, c'est une démarche de créatif. C'est vu de l'extérieur que c'est une démarche de créatif africain. C'est peut-être lié à ma spécificité, à ce que je fais et à mon positionnement. Je pense que quand on est dans l'industrie, pas luxe, mais un peu haut de gamme, je pense qu'il y en a pas beaucoup, des gens comme moi, entre guillemets. Mais avec mon profil, pas avec ma couleur de peau, hein, je parle. Mais je pense à Oswald Boateng, par exemple. C'est un peu moi, avec 10 ans de plus. Oswald Boateng. J'invite les gens à regarder son travail. Mais c'est quelqu'un qui revendique un peu son africanité, sans le dire. Moi, je pense que bientôt, je vais arrêter de le dire. Là, c'est juste que je lance ma marque et du coup, j'aimerais que les gens comprennent mon concept. Et puis surtout, que tu l'as dit, c'est nouveau, c'est une déconstruction, c'est une réflexion vraiment personnelle, quoi. J'ai besoin, moi en tout cas, même ça, je le formalise et je l'exprime de manière écrite ou de manière orale, parce que j'ai besoin aussi d'envoyer un message au monde. Lui, c'est toi, avec 10 ans de plus, ouais. Parce qu'il le dit pas, mais... Parce que c'est un pur produit de Savile Row, du coup, qui est le quartier institutionnel du tailoring à Londres. Il a fait ses armes et il est sorti depuis 10-15 ans. Il arrive, du coup, par, encore une fois, son audace, ses lignes, ses volumes, le choix de ses matières, le choix des couleurs, à distiller de manière très sobre son africanité. Moi, je me cherche encore. Je suis encore à l'étape où j'essaye des choses. Mais moi, je me demande, est-ce que j'ai l'impression qu'on se cherche toujours et qu'on essaye toujours, parce qu'en réalité... C'est important, et c'est important de se foirer. Que les gens qui nous écoutent et qui veulent faire des choses doivent entendre qu'on doit essayer et qu'on doit tomber. On perd on sous-estime un peu le cadre qu'est la vie. Le fait d'avoir des enfants, moi, ça me replonge dans ces trucs d'essayer. Un enfant tombe, il apprend à marcher, il se relève, il réessaye. En fait, il se pose pas de questions de « Ah non, j'ai essayé une fois, j'ai pas réussi, donc j'arrête ». Et je pense que c'est important, quoi qu'on ait envie de faire, d'essayer, de ne pas avoir peur de se rater. Oui, c'est ça. C'est pas grave si on se rate. Oui, de continuer. Si on veut faire un podcast. Voilà, là on lance un podcast. On va voir, peut-être qu'on va se rater, on va se louper. Mais en tout cas, chaque épisode est un vrai plaisir. C'est un métier pour certains. C'est devenu un métier, le podcasting. C'est pas le mien, pas encore. Peut-être ça va le devenir. Comme tout ce que j'ai fait auparavant. Et donc c'est pour ça que je te dis, est-ce que finalement, le fait de retourner et de se questionner sur qui on est, sur nos origines religieuses, ethniques, culturelles, je me dis que c'est juste une étape en fait dans un cheminement créatif. Je pense que c'est important. Là, pareil, il y a un peu d'africanité dans ce truc d'essayer, de tester en fait. Parce qu'il n'y a pas de cadre. Je trouve qu'il y a moins de cadre en Afrique aussi. Ouais, mais ça, je suis pas totalement d'accord avec toi parce que... Non, pour essayer des choses. Ouais. Il y a plus d'inventivité, je trouve. Parce qu'il y a plus de contraintes. La contrainte stimule la créativité. Regarde l'enfant, quand il doit se relever, parfois il s'aide avec ses mains, parfois il appuie sur un seul pied, parfois sur les deux, il retombe sur ses fesses. Tu vois, il y a une contrainte et donc ça vient stimuler la créativité. Donc je vais plus parler de débrouillardise, on va dire. Enfin, si on comprend la même théorie de contrainte, vu qu'il y a moins de moyens en Afrique pour faire certaines choses, c'est là où je dis qu'il y a plus de créativité. Il y a moins de choses qui sont accessibles de par l'éducation qu'on a. On a moins d'éducation par rapport à l'art. On a moins d'éducation artistique. On a moins de transmission. Il y a des choses qui se transmettent en termes de savoir-faire, mais le rapport au beau, je trouve, il n'est pas beaucoup transmis. Je me dis que c'est plus une démarche d'humain, en fait, tu vois, d'être humain, avant d'être la démarche d'un homme ou d'une femme noire, d'un homme ou d'une femme arabe. C'est plus une démarche vraiment d'être humain, d'individu qui veut se réapproprier son identité culturelle, politique,
religieuse peut-être même parfois, tu vois, et historique, parce qu'on va réinstaurer dans les silhouettes qu'on va créer des éléments comme des bijoux, tu vois, par exemple, voilà, moi je porte des bijoux en argent, certaines pièces viennent du sud du Maroc. Pourtant, c'est un pays pour moi qui m'est beaucoup plus étranger que la Belgique où j'ai grandi, alors que je suis née dans ce pays-là. Et donc, tu vois, il y a vraiment un truc de construire quelque chose, de recréer, de construire une identité avec tous les éléments. Je pense qu'on avait discuté de ça lors de notre première conversation, qu'on est multiple. On est multiple, mais ce questionnement-là, c'est que nous, en fait. Parce que je pense qu'on est... Qui nous? C'est nous, on est quand même les premières, voire deuxième génération d'enfants d'immigrés ou immigrés, on va dire. Du coup, je pense que on est dans un questionnement. Donc ce qu'on pense et ce qu'on dit aujourd'hui n'aura peut-être plus aucune valeur demain parce qu'on aura déconstruit quelque chose en se disant... Moi, au stade où j'en suis, dans une époque où on ne devrait pas se recroqueviller sur soi, mais en étant sur un continent où il n'y a jamais eu autant un penchant, on va dire, on va parler un peu de politique, on coupera éventuellement si... Mais après, c'est factuel. Je pense qu'on est quand même dans un virage, on va dire, un peu... à tendance extrémiste de droite. Identitaire, communautaire. Parce que je pense que des gens ont besoin de se rassurer, et je me mets dedans, et je me demande si c'est pas pour ça que je vais à l'essentiel, et que je me dis que, de manière anthropologique, je suis d'abord noir et européen. Du coup, j'ai l'impression que je dois expliquer pourquoi je suis noir, comme un basque dirait qu'il est basque et français, et qu'un flamand dirait qu'il est flamand et belge. Je veux qu'un créateur marocain, sénégalais ou du Zimbabwe, ayant grandi en Europe, se dise qu'il a des facultés créatives supérieures et qu'il n'a rien à envier à personne parce qu'il maîtrise et les codes de sa culture et les codes de l'environnement où il vit. Il a ça, en fait. Quelqu'un qui a 1 milliard d'euros, il les a sur son compte en banque. Et c'est pas relatif. C'est acté par tout le monde. Donc il a des trucs en plus que les autres. Les autres n'ont qu'une seule... Ils ont une bibliothèque avec une seule colonne. Et genre, quand tu maîtrises les différents codes, toi, tu as une bibliothèque avec 2-3 colonnes. Parce qu'on en revient... C'est ça la supériorité que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Et parce que j'en reviens à qui définit les standards. Quand on parle du LVMH Prize ou de l'Andam ou de hier, je suis riche. Je suis riche culturellement. Mais en fait, je vais nulle part avec cette richesse-là. Parce que je dis pas que les choses sont biaisées, mais c'est un peu toujours les mêmes profils qui gagnent ce genre de temps en temps. On va dire, bon, on abuse un peu, comme aux Victoires de la musique. On peut faire une digression aux Victoires de la musique. On va dire, bon, Gazo, quand même, il est très très fort. On va dire ex aequo avec Vianney. Ça n'a aucun sens. On sait qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, j'ai aucune sympathie pour les deux. Je n'écoute pas les deux. Je me dis pas, tiens, je vais aller faire un footing, je vais écouter Vianney ou écouter Gazo. Je vais écouter de l'Afro House, par exemple. Mais je vois le parallèle que tu fais. On n'en est pas encore à considérer un créatif, un créateur afrodescendant. On ne considère pas dans les industries propres, dans les industries créatives, culturelles et créatives, on ne considère pas de la même manière un créateur afrodescendant qu'un créateur européen. Ça vaut pour un Bolivien qui vit en Espagne, enfin qui est né en Espagne de parents immigrés. Ça vaut pour un Pakistanais 3e génération qui vit en Angleterre. C'est malheureusement une réalité. Et encore une fois, c'est même pas pour envoyer un message aux institutions. C'est plus pour que la personne qui crée puisse se dire j'ai les outils. Quand je parle de supériorité, on n'est pas au sens arien du terme. On n'est pas dans un projet de domination nazie. C'est vraiment que cette personne puisse se dire j'ai du bagage, ouais. En fait. C'est mon image de la bibliothèque, quoi. Voilà. J'ai trois colonnes de bibliothèque. Je suis inspiré par X, en fait. J'ai une bibliothèque avec plus de livres
que Martin ou Paul ou Stéphanie, avec tout le respect que j'ai pour Pierre, Martin et Stéphanie, mais voilà, c'est factuel en fait. Est-ce que tu crois que de la même manière qu'avec les métissages, parce que les gens se mélangent de plus en plus, toi-même tu as une enfant métisse, il y a de plus en plus de métissage. Donc d'un point de vue ethnique, je pense que dans peut-être 100 ans, on ne saura plus, en regardant un individu, dire d'où est-ce qu'il vient. Est-ce qu'au niveau de la créativité, au niveau de l'art, au niveau de la mode, du style et des looks qu'on peut avoir, est-ce que tu penses on peut faire une analogie? C'est qu'à un moment donné, les gens vont venir de partout. Et donc notre complexité, notre richesse, nos multiples facettes vont décupler. Et donc, ce ne sera pas aussi évident qu'aujourd'hui de pouvoir tirer le fil de « Ok, là on a 2 fils par exemple. Si on schématise, on a un fil de la technique du tailoring qui est un vêtement classique européen. Et puis on a le fil de la fantaisie, de l'épure aussi, du pragmatisme africain. Donc là on pourrait tirer ces 2 fils rouges, je schématise, de ce que tu fais. La fille de ta fille va aussi faire de la mode. Elles auront voyagé à travers le monde, elles auront encore plus de métissage et de mixité au travers des rencontres qu'elles vont faire et des endroits où elles vont évoluer. Penses-tu que à ce moment-là, il sera encore possible de tirer ces 2 fils de manière aussi évidente? Moi, je ne crois pas. Je crois que notre démarche aussi de vouloir, aujourd'hui en intellectualisant justement la manière dont on s'habille, la manière dont on crée aussi des vêtements, la manière dont on crée des silhouettes pour d'autres, est influencée par qui on est, par notre histoire. Mais par contre que nos enfants, ils ont comme modèle justement les actes que l'on pose à la suite de cette réflexion, et que donc il ne se pose plus cette question qui revient aux origines. Je te donne un exemple. J'ai un de mes garçons qui depuis quelques semaines, quelques mois, a décidé qu'il allait porter ses vêtements à l'envers. Alors, criss-cross, la ref des vieux. Donc il a décidé, mais il ne connaît pas criss-cross. Donc il a décidé un matin qu'il allait porter ses vêtements à l'envers et ses chaussettes de manière dépareillée et à l'envers. Il a quel âge? Il a 8 ans. Attends, je termine. On lui a posé la question. Moi, je sais pas moi qui lui ai posé la question. Son père lui a posé la question en lui disant « Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est curieux. Pourquoi du jour au lendemain, un matin, tu te lèves et tu dis « Mais en fait, parce que moi, j'ai pas envie d'être comme les autres. Et tout le monde met ses vêtements à l'endroit. Et j'aime bien être différent. » C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mais c'est par rapport à lui. Par rapport à lui et par rapport aux autres, le regard des autres. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Non, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était l'importance de créer son style. Mais sans référence, tu vois, sans référence. De se démarquer. Ouais, c'est par rapport à lui et au monde qui l'entoure. Sans aller chercher dans des... Il n'a pas encore conscientisé, il ne peut pas mettre tous les mots nécessaires sur sa démarche. Non, mais il a même un truc par rapport aux couleurs. Par exemple, le rose. Il a les cheveux longs et il porte du rose. Mais parce qu'il dit que il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on impose le rose aux filles ou qu'on interdise le rose aux garçons. Parce qu'il trouve que c'est une chouette couleur et qu'il a trouvé des vêtements qui lui plaisaient et qui étaient dans cette couleur-là. Et à contrario, j'ai un autre garçon à qui il est impossible de faire porter du rose. Parce qu'ils ont intégré, si tu veux, des éléments de leur environnement, mais de manière différente. Là où je veux en venir, c'est que à nouveau, on est vraiment dans une démarche qui est humaine. Et que ce qui va venir changer, la manière dont on va la vivre, elle est différente en fonction de notre sensibilité. Alors on va aller chercher ça dans l'éducation que nos parents nous ont donnée, dans certaines expériences qu'on a eues, dans l'éducation. Mais que finalement, si on essaye de retirer l'essence de pourquoi et comment on crée et on décide de construire sa propre image, eh bien, c'est, comme tu le disais au tout début, c'est se plaire à soi et se plaire dans l'œil de l'autre. Pour le futur, je peux me prononcer que, c'est l'intérêt de cette discussion, je partage ton optimisme. Je pense que plus tard, la question ne se posera pas. En revanche,
si on se base sur des choses factuelles, historiques, parce que tu m'as dit dans 100 ans. Prenons l'exemple de qu'est-ce qui se passait il y a 100 ans. Dans 10 ans, on sera presque en 2035, donc on se dit qu'en 2035, rien n'aura changé, ça j'en suis sûr. J'ai une fille du coup métisse, elle sera tout le long de sa vie, donc ça va être très long, en attendant qu'elle fasse potentiellement des enfants avec un blanc, si elle décide de se mettre avec un blanc, ou avec un japonais, plutôt blanc en termes de carnation. Soyons objectifs, elle sera considérée comme noire. Quand on est métisse, on est noir. C'est pas moi qui range les gens dans des cases. Hein. Pour moi, elle est métisse. Enfin, pour moi, c'est ma fille. Elle n'est pas métisse. Pour moi, c'est ma fille. Mais dans le regard des gens, même à travers, ma compagne a pris conscience du racisme en ayant un enfant métisse. Parce que dans l'œil de t'as fait un enfant avec un noir. Ton enfant est noir. Ton enfant, il est clair, mais ses cheveux. 100 ans, je me dis, mais je partage son optimisme. Hein. Moi, je suis optimiste. Je me dis, de toute manière, à un moment donné, il y aura une espèce de métissage. Pas blanc, pas noir. Il y aura un truc un peu hybride. Ou même à niveau des traits. Quel est ton vêtement préféré ? Mon vêtement préféré ? Aujourd'hui, c'est quoi ton vêtement préféré ? C'est le pantalon. Quel pantalon ? Il est comment ton vêtement préféré ? Pantalon taille haute, double pince, un peu large, mais pas baggy. Et qui tombe bien sur la chaussure avec un revers de 4 cm. Il est de quelle couleur ? Je suis très noir en ce moment. Je suis très très noir. Et il dit quoi ce pantalon ? Ce pantalon, il est à l'image de tout ce qu'on se dit. Il est tout terrain et tout terrain culturel. Parce que je peux autant mettre une tunique par-dessus, je peux mettre un Bombers, je peux mettre une paire de Doc Martens, je peux mettre une paire de Walcott, je peux mettre une paire de Jordan, je peux mettre une paire de Babouche, je peux mettre une paire de n'importe. Tout terrain. Tout terrain. Et le pantalon pour moi a plus de pouvoir que la veste. Ah ouais, ça c'est étonnant. La veste a un côté beaucoup plus contraignant dans ce qu'elle renvoie comme message. Alors que le pantalon, il n'y a pas d'alternative. On est obligé de mettre une jambe. Il y a moins de... Mais du coup, la manière dont on travaille le pantalon que j'ai décrit, je peux mettre un hoodie, chemise, ce pantalon-là, avec une paire de baskets ou avec une paire un peu plus habillée. Je peux mettre un perfecto, je peux mettre... Et pourquoi la veste, elle est moins... Comment c'est plus contraignant, la veste. Parce qu'une veste, tu peux aussi faire preuve d'inventivité et d'audace et mettre un hoodie en dessous, sortir la capuche. Si ta veste, tu la prends un peu plus grande en sachant que tu as besoin d'espace dedans, tu peux la mettre avec juste un t-shirt, tu peux la mettre avec un pull, tu peux la mettre... Je trouve qu'il y a plus d'originalité à aller travailler le pantalon que d'aller travailler la veste. Parce que je trouve que la veste, là, elle est beaucoup trop démocratisée. Je vois trop de vestes oversize. Et pour moi, en tant qu'amoureux de la mesure, je trouve que c'est un sacrilège. Mais ça n'engage que moi. Ça, c'est une question de goût. Ouais, là, on est sur du goût. C'est subjectif, au possible. Mais pour le coup, c'est de la mode, en fait. Ce côté veste oversize. Ça, pour toi, c'est de la mode et pas du style ? Non, c'est de la mode. Mais si quelqu'un, dans 5 ans, je suis toujours dans la veste oversize. Là, je glisse dans le style. J'ai quelqu'un en tête, j'espère qu'elle n'écoutera pas ce passage. Je pense à Diane, par exemple. Je dois lui faire une veste. J'ose espérer que la veste que je vais lui faire, qu'elle veut très épaulée en plus. Diane, c'est une maquilleuse professionnelle qui est la fondatrice de Tamim Studio. Elle veut une veste très épaulée. Et j'espère que dans 10 ans, elle apportera encore sa veste. Sinon, j'irai chercher Marty McFly et je... Tu retourneras dans le futur. Voilà, on va annuler cette prise de mesure. Et pourquoi ? Parce que quand je fais des vêtements, j'essaye en amont de sonder au mieux le client et la personne pour qui je fais le vêtement, que ce soit mon frère ou Diane ou n'importe qui, ou un marié qui se marie et qui a besoin d'un costume de mariage pour que ce vêtement soit le plus longtemps porté. Tu fais partie, un peu comme moi, je crois, j'aime bien vivre vraiment dans un vêtement. Mais genre vraiment vivre dans un vêtement. Je le maltraite pas, mais je suis pas méticuleuse à outrance avec un vêtement parce que pour moi, il doit vivre avec m'accompagner.
Donc tu es plus un adepte de on fait un vêtement parce que on va le garder. Parce C'est qu'on un en a compagnon, besoin. on en a besoin. On en a besoin, on va le garder. Quand j'ai fait un manteau là récemment à ma meilleure amie, on a fait un manteau et j'ose espérer qu'elle le portera pendant 20 ans et qu'elle se dira, tiens, je vais le transmettre à mon enfant. Ah ouais, moi ça je trouve ça. Qu'est-ce que tu penses justement de la transmission du vêtement? Moi je me suis rendu compte que dans les vêtements, ça fait quand même quelques années que j'achète très 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 peu de vêtements dans les magasins classiques. J'achète des vêtements anciens, du vintage, ou alors je fais faire des vêtements, ou alors je transforme mes propres anciennes pièces. Et dans les anciennes pièces que j'avais mais que j'ai pas transformées, ou certaines que j'ai voulu transformer, je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas transformables parce que pas de suffisamment bonne qualité, et donc, par conséquent, pas transmissible non plus. Qu'est-ce que tu penses justement de cette perte cette perte d'un côté et puis ce regain aussi, parce que je ne suis pas la seule et toi non plus tu n'es pas le seul à acheter un manteau ou à faire un manteau ou à te faire faire un manteau en te disant ok, celui-là je vais le garder 10 ans, c'est pas le manteau de cette saison, c'est le manteau qui te ressemble en fait, tu vois, qui répond à ton besoin. C'est quoi ton besoin en tant que vêtement? Et j'ai poussé ma réflexion un petit peu plus loin en me disant mais est-ce que cette notion de besoin, elle n'émerge à la surface qu'à partir d'un certain âge où tu deviens un petit peu plus conscient de ce que tu consommes, de comment tu consommes, de ce que tu dépenses, de comment est-ce que tu dépenses? Parce qu'effectivement, acheter un manteau dans un magasin de grande distribution ou même dans un magasin de luxe, ça coûte quelques centaines d'euros. Si tu veux faire un manteau à ta mesure, dans un beau drap de laine, avec une belle doublure, en soie, C'est quel chiffre? voilà, ça chiffre un peu plus. Mais en faisant le calcul, si tu achètes, je dis n'importe quoi, 200 € un manteau chaque hiver pendant 5 ans, voilà, tu arrives à 4 chiffres. Alors que si tu mets tout de suite 4 chiffres pour un manteau et que tu le gardes pendant 10 ans, clairement, tu as fait un investissement. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est une question, encore une fois, tu vois, d'économie mondiale? Parce que il fut un temps où les gens avaient 1 ou 2 manteaux dans toute leur vie. Je dis pas que c'est vers ça qu'il faut retourner, mais d'aller vraiment sur quelque chose de qualitatif et avoir un vrai questionnement sur l'usage qu'on en fait. Pour faire un lien avec ce dont on parlait juste avant, je mise plus sur le bon sens que le métissage. J'ose espérer que les gens, à un moment donné, vont se réveiller et vont se dire ça n'a pas de sens de manger une pastèque en janvier. Je parle parce qu'on est un peu la génération, je pense qu'on est la dernière génération, mais j'ose espérer que ça va revenir, qui connaissons un peu la saisonnalité des fruits. Et que les gens vont peut-être commencer à revenir à ok, c'est la période des tomates, c'est la période des litchis, c'est la période de... Et du coup, par rapport aux vêtements, je pense que les gens vont commencer à se dire est-ce que j'ai besoin d'avoir un manteau chaque hiver? En fait, quelle est la fonction première du vêtement? Point 1 et point 2, les gens vont commencer à se dire je vais penser vêtements en pensant vestiaire. Voilà, mon armoire elle est là, elle fait tant de mètres cubes de volume, je dois la remplir par rapport à ce que je fais dans la vie, par rapport à mes loisirs, par rapport à est-ce que je vais au ski une fois par an ou pas, et du coup, en fonction de tout ça, un cahier des charges, et du coup, il me faut des vêtements. Mais le bon sens, ça résume toute notre conversation, en fait. Absolument toute notre conversation. Je veux dire, si un individu fait preuve de bon sens, il ne va pas juger inférieur quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau que lui. Quelqu'un qui fait preuve de bon sens ne va pas se sentir supérieur ou inférieur de par une différence physique, quelle qu'elle soit. Hein. Je veux dire, si on parle de bon sens, on n'achète pas un vêtement toutes les semaines, on n'achète pas un vêtement tous les jours, on n'a pas des dressings qui font 100 mètres cubes ou 100 mètres carrés, tu vois, des appartements pleins. Donc, le bon sens résume un peu toute notre conversation. Ma vision de l'optimisme, c'est plus un peu ça. Je me dis, enfin, j'ose espérer qu'un jour, on va se réveiller de ce cauchemar. T'as combien de pièces dans ton vestiaire? Perso? Ouais. Ouais. Beaucoup? Alors, si t'as pas le nombre exact, beaucoup, pas beaucoup? Non, la problématique, je compte pas. J'en ai trop, mais c'est parce que les vêtements vu que je fais des vêtements sur mesure, j'ai jamais fait de collection. Les collections, c'est un peu mon vestiaire. Et c'est un peu mon laboratoire.
Ça veut dire que vu que je fais des vêtements sur mesure, quand un client va me demander quelque chose, il va se dire tiens, je vais aller voir Lamine parce qu'il fait des vêtements sur mesure et que le champ des possibles est large. Je vais lui demander des trucs un peu originaux ou farfelus. Généralement, cette idée, c'est une fausse bonne idée et je l'ai déjà faite. Donc j'ai des pièces avec certains tissus, avec certains volumes, avec certains détails que j'ai dans mon vestiaire. Mais du coup, est-ce que je considère ça comme des pièces ou c'est des protos ou c'est des... Ouais, mais est-ce que tu les portes toi? Des fois, je les porte. Des fois, il y a des pièces que tu fais, t'es pas encore convaincu sur le moment, Mhm. et tu la laisses dans un coin. Après, Mhm. tu fais... Ouais, oui, je connais ça. En fait, là, si je la porte avec tel pantalon ou si je la pimpe de telle manière, si je rajoute tel accessoire, du coup, cette pièce que j'ai fait il y a 1 an, elle a du sens. Donc, Il y a un cheminement, quoi. ouais, Il y a un cheminement. j'en parle souvent avec ma copine, du coup, qui chante, qui fait de la musique, qui prod aussi un peu. On en parle du coup aussi avec son frère, qui est céramiste. Et du coup, on est tous les trois, des fois, où on va commencer un truc, on va le laisser un peu. Lui, du coup, il va commencer des œuvres, et il va les laisser dans un coin, et il va les finir de telle manière, genre 3 mois plus tard. Ma copine, c'est pareil, elle va commencer une prod, à faire ouais, non, là, c'est pas mal et tout. J'ai pas l'inspi pour la ligne de basse, je vais laisser ça tranquille, je vais laisser Mhm. dormir et je reviens. Mhm. Les vêtements, c'est un peu pareil. Donc, pour répondre à ta question, j'ai beaucoup, je dirais, je dois avoir une cinquantaine de pièces, on va dire. Ça va, c'est raisonnable. Ah ouais, non, Je trouve bah, que c'est raisonnable. on en parlait un peu en préambule, on parlait de mon addiction passée aux chaussures, et le mot addiction est bien choisi, aux paires de baskets. Mais par rapport aux vêtements, c'est pareil. J'essaye de faire des pièces que je garde, que j'accumule certes, mais qui ont tous un intérêt. Et donc, tu as eu aussi la même addiction que pour les baskets, donc une espèce de frénésie d'achat et d'accumulation. Tu l'as eu aussi avec les vêtements? Ouais, parce que quand on rentre dans l'univers de la mesure, on a envie d'essayer toutes les matières, toutes les combinaisons, tous les volumes. Mhm. Et on n'en a pas parlé, mais le sur-mesure, moi, vient de mon parcours perso. Le Mhm. fait de pouvoir facilement se faire des vêtements sur mesure au Sénégal. Parce qu'à chaque coin de rue, il y a un tailleur. Mhm. Du coup, pour chaque enterrement, chaque baptême, chaque mariage, il faut avoir une nouvelle tenue. Parce qu'on ne peut pas se présenter avec une tenue qu'on a déjà portée. Donc on en a parlé. Donc à chaque fois, une tenue sur mesure. C'est pas les mêmes prix qu'en Europe. J'ai vécu de mes 15 à 19 ans au Sénégal. Et avant, j'étais en Italie. Ok. Et là aussi, la culture du vêtement est assez folle. C'est-à-dire Ok. que, quel que soit son statut social, quel que soit son niveau de revenu, on ne plaisante pas avec l'habillement. Il y a Ouais. un côté un peu effortless, chic italien, en tout cas à Rome, qui est très important. Donc j'ai un peu grandi avec ça, et le fait de mettre les deux pieds dans l'univers de la mesure et du tailoring, j'avais envie de tout essayer. Ok. D'où Ok. des bombers manches raglan ou épaules tailleur. Je fais des kimonos, je fais des... Et comment tu as fait pour passer d'une addiction et d'armoire qui craque de fringues à 50 pièces réfléchies en fonction de ce que tu as besoin, en fonction de la vie que tu mènes en fait. C'est le côté utilitaire, on va dire. Donc tu es revenu à une idée Pragmatique. ouais, voilà, j'allais dire Pragmatique. pratique et pragmatique du vêtement, clairement. plus que du vêtement d'abord comme un ornement. Ouais, plus un ornement parce que je déconstruis le côté déguisement, et plus de véhiculer à travers la matière ou le volume, plus que le côté je mets un costume avec tel tissu. Je vais travailler par exemple le côté très tactique ou pragmatique d'un vêtement. Je vois par exemple là j'ai fait un mix entre une tunique qui s'apparente à un boubou. C'est la troisième pièce traditionnelle d'un boubou par exemple, mais j'ai repris du coup les empiècements d'un kimono pour le faire. Du coup c'est la troisième pièce, il n'y a pas la deuxième pièce. Et du coup, je trouve que dans un environnement où il fait très chaud, c'est intéressant à porter. Mhm. Je réfléchis comme ça à la pièce, en fait. Donc vraiment sur l'utilité, Ouais. l'endroit où tu vas le porter, comment, poche, pas poche,
Est-ce que je me balade avec un sac, pas avec un sac? Et qu'est-ce que je transporte avec moi? C'est ça. Là où on va trouver ta patte, ton identité à toi en tant que designer, en tant que styliste, en tant que créateur, c'est dans les détails, dans la façon et dans le choix des tissus. C'est ça. Dans la construction du vêtement par rapport à son utilité et dans le choix du tissu. Pour répondre aussi à la question précédente, comment j'en arrive à avoir moins de pièces et qui soient toutes pertinentes, c'est plus par rapport à... On s'est tous retrouvés dans un cas de figure où ah tiens, je vais porter ça parce qu'on est plus enclin à vouloir répondre à des standards ou à la pertinence de ce qu'on fait que de la saison, tu vois, par exemple. Ouais, donne-moi un exemple concret. Je vais en boîte de nuit, du coup, je vais pas mettre de manteau, je vais mettre une veste. Si aujourd'hui, je vais plus en boîte de nuit, mais si aujourd'hui je me dis, j'ai pas envie de prendre un manteau, mais je vais y aller en veste, je vais penser ma veste avec un grammage particulier, au lieu de devoir choisir entre mettre une veste qui sera trop légère ou de prendre mon manteau. Je vais prendre une veste où, en étant en boîte, en étant dehors, j'aurai ni trop chaud, ni trop froid. Moi, j'ai l'impression que ça s'appelle la maturité quand même. Mais il y a des gens qui sont matures très jeunes. La conscience de la seconde main qu'il y a chez des petits de 16-17 ans qui se disent « Moi, j'ai pas envie d'acheter de vêtements chez Stradivarius à prix équivalent, mais je préfère aller dans une friperie me choper du Carhartt vintage. » À aucun moment, moi, au même âge, j'étais à 16 ans, j'étais dans une démarche où je voulais du polo Ralph Lauren, du Fat Farm, du Marité François Girbeau, parce que les rappeurs Jay-Z portaient ça dans ses clips et que je me disais, il me faut ça, en fait, pour... je les avais pas. Pourquoi ? Il te les fallait pour leur ressembler. Pourquoi ? On en parlait, de symboles de réussite, c'était... il fallait... Jordan s'habillait très mal à l'époque, mais il avait des très belles paires de chaussures, des très belles paires de baskets. Les rappeurs des années 90 avaient comme symbole de réussite le vêtement et Tupac était en Versace. Je crois que c'est un des premiers rappeurs à aller à des défilés Versace, en plus à aller à des défilés tout court. Ils avaient repris toutes les marques de techwear type Eli Hansen, toutes les marques de Nautica, voilà, toutes les marques pour aller faire du bateau. Les rappeurs... grosses vestes Eli Hansen, la grosse doudoune jaune. Ouais. J'en ai eu une comme ça. La mienne, elle venait de chez CA. Je ressemblais à Mélie. Mais on m'appelait quoi ? Mélie l'abeille. Comment disais-tu ? Maya l'abeille. Maya l'abeille. Jaune et noir. Ils avaient pas la ref Tupac, mes potes à l'époque. Non, c'était un port de... Pareil, c'était le début de symbole de réussite. Et donc, en fait, il y avait ce truc d'identification qu'il y avait à l'époque. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui... Alors, il y a les deux, hein, évidemment. Je pense. Il y a encore des jeunes qui s'identifient à des artistes, des gros artistes qui veulent s'habiller comme eux. Ouais, mais je trouve que c'est un peu dévoyé. C'est-à-dire que avec le respect que j'ai, mais c'est intéressant le travail qu'ils font. J'invite les gens à voir le travail d'une marque qui s'appelle Paradox Paris, parce qu'il y a une marque qui s'appelle Paradox aussi à Bruxelles. Ouais. Qui fait pas beaucoup de produits. Non, qui font des t-shirts et des hoodies, je pense. Ouais. Mais Paradox Paris habille Ghana, Gazo, enfin voilà, des gros noms streetwear, mais c'est très dark, mais c'est techniquement très fort dans la façon, dans la construction des vêtements. Mais donc on n'est pas dans, tu vois, à ton époque, à mon époque, on parlait de Eli Hansen, on parlait de Ralph Lauren. Il y avait Fubu aussi. Ouais, mais plus streetwear. Je parlais de Ralph Lauren, d'Eli Hansen, Nautica, Marité, François Girbeau. Il y avait quand même un côté un peu... on va essayer d'aller choper des codes. Qui ne sont pas des codes du rap et de la rue. C'est ça, qui sont pas des trucs urbains. On va aller prendre un peu chez des marques établies. J'entends ce que tu veux dire, ok. Et mode. Ok. Et aujourd'hui, tu penses que ça existe ? Parce que, par exemple, quand je discute avec ça m'est arrivé de discuter avec des stylistes, et donc les stylistes qui travaillent par exemple avec des rappeurs, elles sont souvent confrontées au fait que on leur demande de la marque, du monogramme, un vêtement qui est directement repérable, tu vois. On sait tout de suite qu'il porte une grande marque, et donc s'il porte une grande marque, c'est que ça marche, c'est qu'il a réussi, voilà.
Et j'ai vu, tu sais, quand il y a eu ce festival justement en France, cette remise de prix, les flammes. Tu vois, j'ai regardé, j'étais très attentive à ce qu'il portait. Et je crois que Gazo, justement, s'est changé beaucoup de fois. Il s'est changé vraiment plusieurs fois. Et il portait des trucs intéressants. Je trouve il portait des choses qui étaient un peu différentes. Est-ce qu'on est toujours dans cette identification par les marques où ça devient de plus en plus anecdotique et qu'ils vont vers des créateurs? Ou alors c'est l'inverse. C'est les créateurs qui vont vers eux parce que... C'est 50-50. Il y a ce qu'on appelle un mouvement qui s'appelle le Quiet Luxury. Oui, il est très sobre, Très- des couleurs très, très passe-partout, très nudes. Il peut y avoir beaucoup d'inventivité dans la conception du vêtement, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus sobre en termes de ostentatoire de la marque. Ouais, c'est ça. Ouais. Pendant une époque, il fallait qu'il y ait le monogramme Gucci partout. Mhm, mhm. Il fallait le t-shirt box logo Lanvin qui va avec la paire de Lanvin au pied. Aujourd'hui, on en est sorti. Je pense que les artistes ont besoin qu'on voit qu'il y a du travail sur le look. Ils ont besoin d'être identifiés comme des modeux ou comme des gens ayant un style pour... Je pense que être un artiste ne suffit plus et que du coup, il faut avoir une identité stylistique Ouais, ouais, ça, on est d'accord. pour pouvoir asseoir un peu plus Ouais, ça, c'est... son personnage d'artiste. Mhm. Parce que comme ça, on est invité au défilé. On crée un personnage. On crée un personnage. Ouais. De la même manière Ça. qu'avec la musique, on crée un univers. On installe un univers et dans cet univers, on raconte des choses. Toi, si tu devais... On passe un peu d'un sujet à un autre parce qu'en fait, j'ai envie de parler de plein de trucs, mais c'est pas grave. De digression en digression. J'essaie à chaque fois de revenir à toi. Si on devait décrire le client Laminso. Il y a 2 points. Il y a un point qui est que le costume est en train de mourir, même si des gens veulent me rassurer en me disant que avec la fin du remote et du télétravail, les gens vont revenir au bureau et du coup, il y a une génération qui est un peu plus consciente du vêtement après un laisser-aller qui a duré presque 10 ans, avec le Friday Wear, tu vois, toute cette mouvance de Startup Nation et c'est cool si on est normcore, qu'on met un t-shirt, un jean et on est dans la tech. Je pense que ça c'est fini. Enfin, les gens me disent que Que ça, c'est voué à être fini et qu'on va revenir. ouais, un truc un peu plus c'est sérieux. Mhm. Pour répondre à la question, j'ai de moins en moins de top management. Il me reste, on va dire, dans cette catégorie-là, un peu de banquiers, un peu de notaires, un peu d'avocats, ce qui sont un peu obligés. Les mariés, c'est Ouais. encore le Les dernier. gens se marient encore. Les gens se marient encore. Et la deuxième typologie de clients, c'est des gens qui vont être sensibles au beau ou au design, ou qui ont comme profession le beau et le design et qui ont un besoin de personnalisation. Mhm. Architecte d'intérieur qui veut avoir une veste qui ressemble à son travail. Si d'aventure tu avais déjà écouté l'un ou l'autre épisode de DHV, tu as certainement remarqué qu'il manque une petite partie à cet épisode de la Minso, à savoir son portrait en vêtements et sa définition du vêtement. Eh bien, on a enregistré, on a discuté pendant près de 3 heures avec la mine. Ça a été très difficile d'extraire juste 1 heure et j'ai complètement oublié cette partie-là. Donc, voilà, on l'a refaite rien que pour toi. Si j'étais une veste, je serais, je pense, une veste en cuir, même si j'en mets pas. J'aime bien l'idée du perfecto, en fait. Et ce serait un perfecto sur mesure, bien évidemment, qui symboliserait du coup le fait qu'avec le temps, ça se patine, ça vieillit bien, et c'est un peu le côté increvable et indémodable. Si j'étais un pantalon, évidemment, encore une fois, un pantalon sur mesure, tissu très probablement l'Europiana, taille haute et confort, parce que j'aime le confort. Si j'étais une chemise, je pense que je serais une chemise en lin. Pareil que le perfecto, je trouve que c'est un parti pris que je n'ose pas forcément, mais j'aime bien ce que ça représente. Le fait que même si c'est froissé,
Je pense que c'est le seul vêtement, si c'est froissé, c'est pas grave, et c'est même élégant, et on sait que c'est du lin, et c'est pas grave. Et j'aime bien ce clin d'œil qui peut être une analogie dans la vie, en fait, que on peut rester beau et froissé. Si j'étais un manteau, alors je serais un long manteau en mélange laine et cachemire, un truc bien enveloppant et protecteur. Et j'aime bien, j'y pensais il y a pas longtemps à cette comparaison, que le manteau, c'est un peu l'enveloppe que peut être notre identité ou notre culture, et on peut se réfugier dedans et on peut affronter la rudesse et la dureté de la vie. Donc ouais, un long manteau un peu badass, mais élégant à la fois. Voilà. La définition du vêtement, à part retomber dans des trucs qui sont plutôt classiques, du type le feu ça brûle et l'eau ça mouille, et dire que le vêtement c'est un peu le prolongement de notre identité. Une palissade, je crois que ça s'appelle comme ça, une palissade. Un vêtement, ça doit refléter qui on est, pas à l'instant T, mais ça doit refléter plus ce qu'on a été, que ce soit un repère géographique, un repère temporel, culturel, et qui on a envie d'être, pas forcément qui on est aujourd'hui, parce que du coup, c'est être à la mode. Et je pense qu'avoir du style, ça se construit. Et donc je pense que le vêtement sert à ça. Et ça nous sert en ce qui me concerne, à célébrer un peu ma culture, enfin la culture, avec un C majuscule, et la résilience et l'endurance qu'on peut avoir quand on est un plutôt jeune créateur noir. Donc voilà, c'est un peu ça pour moi la définition du vêtement. Ça doit être une espèce de symbole qui retrace notre parcours. Déshabillez-vous est un podcast créé, présenté et produit par Samia Boujar, moi, avec une musique originale de Maëva Fiston, alias MPLI, montage, mixage et post-production par Alice des Belles Fréquences et Laetitia, podcast manager. DHV. Déshabillez-vous.